Lorsqu'on analyse ce budget 2023, je dirais peut beaucoup mieux faire. Sur le plan strictement financier, ce budget de plus de 3,8 milliards d'euros fait apparaître une épargne nette en diminution avec un encours de dette, là aussi en diminution, ce qui nous inquiète. Nous constatons une hausse de 4,1% des recettes de fonctionnement, dont une hausse des recettes fiscales de 4,6% pour une croissance de dépenses de fonctionnement de 5,5%. Quant aux dépenses de personnel, on observe une hausse de 5,5%. Même si nous devons subir l'augmentation du point d'indice, l'intégration des dépenses de personnel de la Régie de l'eau pèse sensiblement. Si l'on veut éviter que ces dépenses augmentent toujours d'autant chaque année, il y a lieu de revoir la politique en matière de ressources humaines, en particulier, et je vous alerte, sur le fort taux d'absentéisme. L'augmentation de 18% de personnel absent sur un an doit nous alerter pour mettre en place une politique plus performante en matière de ressources humaines, car cela pèse lourdement sur nos dépenses de fonctionnement. L'augmentation des charges générales de plus de 11% doit nous interroger. Il y a lieu, là encore, de trouver des sources d'économie et peut-être que sur le budget communication, nous pourrions être un peu plus rigoureux. Concernant les principales propositions du budget primitif, en fonctionnement et en investissement, je ferai les remarques suivantes. Tout d'abord, en matière de politique de l'habitat et du logement, les crédits consacrés à la rénovation énergétique doivent être optimisés. J'en veux pour preuve la lenteur avec laquelle les bailleurs sociaux mettent en œuvre ces politiques. Certains logements qui datent de plus de 30 ans n'ont vu aucune rénovation, il y a urgence. L'amélioration de la qualité du parc existant et le développement de l'offre de logement doivent être une priorité. Or, force est de constater que nous n'arriverons pas aux objectifs que vous vous êtes fixés. Sur le plan de l'économie et de l'insertion, ensuite, il y a lieu de s'appuyer sur les comités territoriaux d'insertion pour l'emploi pour être plus efficaces afin que nos jeunes retrouvent rapidement un emploi ou une formation. Concernant l'éducation, la culture et le sport, nous souhaitons encourager les efforts qui ont été faits sur la culture, mais insister néanmoins pour que le nouveau schéma des enseignements artistiques prenne en compte les initiatives communales au sein des CTM, comme l'opération Rebond, qui mérite d'être soutenue. De plus, de gros efforts sont à prévoir concernant les infrastructures sportives qui sont soit manquantes ou dans un état de vétusté. En effet, à l'approche des JO 2024, une grande partie des communes vont être impliquées. Je propose donc de mettre en place un plan d'action à ce sujet afin de mettre à niveau le parc sportif de l'ensemble de la métropole de Lyon. Sur le plan des transports et de la mobilité, lors du débat sur le DOB, j'ai alerté sur la mise en place de la ZFE qui pénaliserait un grand nombre de familles modestes. Les crédits ouverts ne sont pas à la mesure des enjeux. L'application trop rapide de la ZFE crée des problèmes économiques, comme l'ont souligné récemment les membres des chambres consulaires afin de ne pas pénaliser la croissance économique de notre métropole qui assure la richesse de notre agglomération par des ressources fiscales substantielles. En matière de transport, la part faite au vélo me paraît excessive. Ne devons-nous pas prioriser les voies réservées au transport collectif afin de faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens? Il est nécessaire d'améliorer le temps de parcours de nos bus afin d'inciter davantage d'usagers à fréquenter les transports en commun, sans oublier la création et l'augmentation de parkings relais indispensables si l'on veut éviter la voiture dans l'hypercentre. Quant au RER à la lyonnaise, véritable serpent de mer, quand verrons-nous la mise en place d'un réel plan entre la région et la métropole? Où en sommes-nous à ce sujet? Quelles actions ont été mises en œuvre? Au niveau des investissements pour les ponts, dans le rapport, il n'est pas cité le pont de Couzon ou Mont-d'Or. Où en sommes-nous au niveau des crédits ouverts? En matière d'environnement et de politique agricole, je regrette que tous les crédits proposés ciblent uniquement l'agriculture biologique, alors que de nombreux agriculteurs ont besoin d'être aidés davantage. Il y a notamment les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Je prends l'exemple des Monts d'Or, où nous devons consolider les exploitations. Quant aux dépenses d'investissement, il serait bon que nous ayons, en matière d'assainissement, la liste des investissements programmés dans chaque commune, surtout pour les stations d'épuration, stations de relèvement, ainsi que le réseau d'assainissement.
Au titre des dépenses d'investissement, je voudrais aborder l'aide aux communes. Depuis 2022, vous avez mis en place une aide aux communes d'un montant de 10 millions d'euros. En 2023, vous inscrivez la même somme. Or, sur un budget de plus de 3,8 milliards, vous avouerez que c'est très peu, surtout si on prend en compte Lyon, Villeurbanne et 2 ou 3 grosses villes. Il ne reste à peine 8 millions à répartir pour 55 communes. Quand on connaît les besoins énormes des communes qui doivent faire face à une augmentation sensible de la population pour laquelle elles doivent réaliser des structures scolaires, des crèches, des équipements culturels et sportifs. D'autant plus que cette année, avec une inflation de 6-7% et qui monte jusqu'à même plus de 10% quand on prend en compte le panier du maire, c'est-à-dire les dépenses énergétiques, les taux d'intérêt en hausse, la revalorisation aussi du point d'indice, il est nécessaire que ce budget soit revu à la hausse. En effet, ne pas revaloriser la ligne d'aide aux communes en fonction de l'inflation constatée, c'est réduire indirectement cette aide. C'est pourquoi le groupe Synergie propose un amendement dans ce sens et souhaite que nous établissions un plan d'aide jusqu'à la fin du mandat, d'autant que, comme vous le savez, l'inflation risque de continuer dans les années à venir. Dans un domaine similaire, la répartition de la taxe d'aménagement nous semble trop défavorable aux communes. Effectivement, la répartition actuelle de cette taxe est de 1/8 pour les communes et de 7/8 pour la métropole. Cette répartition pénalise grandement nos communes et cette répartition doit être revue, comme souhaité par l'amendement numéro 2 que nous proposons à ce sujet. Enfin, un autre point nous interpelle. Les crédits consacrés au FIC et PROX. Suite à de nouveaux critères établis, les petites communes qui ne peuvent pas abonder le fonds sur le budget communal sont pénalisées. De plus, n'ayant pas eu le programme pluriannuel des investissements au titre de la PPI, nous n'arrivons pas à savoir si les crédits FIC et PROX sont des crédits qui sont ouverts au titre de la PPI et si c'est le cas, ce sont encore les communes qui en financent une partie. Il y a lieu d'être plus transparent à ce niveau. Transparent aussi dans les subventions qui sont allouées aux associations, tout en étant plus exigeant dans l'évaluation de leur politique ou de leur action au service de nos concitoyens. Pour finir, je souhaiterais revenir sur le sujet des contrats territoriaux dont les projets ont été validés et approuvés par le Conseil métropolitain. Il y a lieu, là encore, d'augmenter cette enveloppe pour que ces contrats soient pleinement optimisés. La situation budgétaire saine de notre collectivité permet à celle-ci d'être plus ambitieuse au profit de nos communes. Nous souhaitons des communes fortes au service d'une métropole forte. Le groupe Synergie élus et citoyens espère que les préconisations seront prises en compte par l'exécutif métropolitain. Je vous remercie de votre attention. Merci.